Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Si en Europe, dépenser des fortunes pour se rajeunir peut être vu au mieux comme une coquetterie, au pire comme un caprice, en Afrique, pour les sportifs en devenir, il semblerait que ce soit un passage obligé pour espérer une carrière professionnelle. Mentir sur son âge, se rajeunir de quelques années, voire même changer d'identité est monnaie courante sur le continent. Malheureusement, ces mensonges africains font de plus en plus de dégâts. Alors oui, à court terme, ce sont des victoires, une hégémonie sur les compétitions de jeunes, et pour cause. Mais au final, des carrières tronquées, des promesses non tenues et des clubs arnaqués. La faute à qui ? Comment agir pour que les mentalités changent ? Un proverbe africain dit que le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. Alors, jusqu'à quand les joueurs dans la fleur de l'âge vont-ils continuer à se faire passer pour de jeunes pousses ? On pose la question maintenant. Alors pour parler de ce sujet quand même assez important, puisqu'il pose beaucoup de questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau notre célèbre journaliste et consultant Lassana Camara. Bonjour Lassana. Bonjour Laurent. Ça va ? Ça va très bien. On ne va pas dire votre âge, 25 ans, tout le monde le sait. Avec la TVA. Avec la TVA. Et pour la première fois, je reçois un journaliste de SoFoot, Christophe Glaise. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, je vous ai invité parce que vous êtes l'auteur avec Barthélémy Gaillard d'un livre qui avait fait sensation il y a un an, puisqu'il est sorti à peu près il y a un an, Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. Un livre riche d'enseignements, plus de 9 mois d'enquête en Afrique, je crois, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc la première question, elle est pour vous. Christophe, dans le livre, vous dites qu'en Afrique, tricher, c'est respecter l'équité. C'est un peu quand même paradoxal. Enfin, faut que vous m'expliquiez un peu ce que ça veut dire, quoi. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le patron d'une académie de foot un peu underground à Abidjan. En gros, ce qu'il essaie de dire par là, c'est qu'il est obligé, selon lui, de tricher sur l'âge des joueurs s'il veut remporter des compétitions de jeunes. C'est-à-dire qu'il est complètement, il essaie toujours de gagner des tournois en Italie, en France, etc. Et s'il joue à 13 ans contre 13 ans, il va souvent perdre, même tout le temps perdre, alors que s'il triche avec l'âge de ses joueurs, il gagne. Et pourquoi il perd à 13 ans contre 13 ans ? C'est bien simple, c'est parce que très souvent, les jeunes Africains ont un développement corporel moins fort à 13 ans, parce que par exemple, mais là, vous allez contre une idée reçue qui est que le jeune Africain est puissant, grand, costaud, court vite. Quand il est bien nourri, voilà. Si vous voulez, par exemple à Diambars, qui est un club phare du Sénégal, 85% des enfants qui arrivent et qui sont recrutés à 11 ans n'ont pas mangé de yaourt, par exemple, une seule fois dans leur vie. Donc, c'est-à-dire que si vous les mettez, voilà. Donc, Lassana, c'est quand même une vision à court terme, à court-termiste, quoi, de juste avoir pour prétention, pour ambition de ne gagner que des compétitions de jeunes. C'est quoi ? Pourquoi ? Non, mais les gens n'ont pas l'ambition de jouer des compétitions jeunes. Quand les gens trichent en général en Afrique sur l'âge des joueurs, c'est pas dans les championnats de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Mauritanie. C'est pour amener les joueurs à avoir une carrière professionnelle en Europe, aux États-Unis ou pareil dans le monde. Parce qu'en Afrique, le système pour faire une pièce d'identité, pour l'administration, ce sont les administrations qui sont défaillantes. Donc le président des clubs, le président du centre de formation, il profite du système pour être en adéquation avec tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas, que l'autre fait, et vous allez être puni de vous-même, de votre moralité. Donc c'est pour cela que la personne l'a dit, que c'est une question d'équité, une personne de courtoisie pour faire la manœuvre. Alors, courtoisie, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais voilà, on va continuer. Ce que je vous propose déjà, c'est de regarder le sujet d'Harold Montero, qui fait un petit peu un état général de la situation. La fraude sur l'âge, un fléau qui gangrène depuis des décennies le sport sur le continent africain. Connu de tous les acteurs du monde du sport depuis plusieurs années, ces pratiques restent malgré tout très fréquentes sur le continent. Le footballeur Joseph-Marie Minala est l'un de ceux qui a le plus fait parler ces dernières années. Transféré à la Lazio de Rome en 2014, le milieu de terrain fait polémique en raison de son âge dès son arrivée en Italie.
Prétendant n'avoir que 17 ans, de nombreux fans du ballon rond s'interrogent en découvrant le visage du joueur. Le natif de Yaoundé sera contraint de passer des IRM pour prouver sa bonne foi sans que cela ne mette fin au débat. Et même si le football demeure le sport le plus touché par ces pratiques, d'autres sports en sont également victimes en Afrique comme l'athlétisme. Ainsi, l'Éthiopienne Girmavit Gebzir, qui avait participé en 2017 aux mondiaux des moins de 20 ans, est encore aujourd'hui soupçonnée d'avoir menti sur son âge, la faute à un faciès qui rappelle davantage celui d'une quinquagénaire que celui d'une adolescente pour celle qui jure être née en 2001. Les championnats d'Afrique 2013 de basketball ont également été touchés par ces fraudes. Remportée par le Sénégal chez les femmes et chez les hommes, cette édition a été mise sous le feu des projecteurs après la révélation d'une tricherie massive concernant l'âge de 5 joueurs. 2 femmes et 3 hommes avaient en effet falsifié leur date de naissance afin de pouvoir prendre part à la compétition. Des fraudes sanctionnées d'1 an de suspension par la fédération sénégalaise, puis augmentées à 5 ans par la FIBA. Mais si les tromperies sur l'âge sont donc monnaie courante en Afrique, le mensonge sur l'état civil des sportifs est aussi une pratique répandue sur le continent avec des sportifs possédant des doubles identités, ce qui permet de pouvoir prendre part à des compétitions sous différentes bannières. Enfin, comment parler de fraude sans évoquer le cas d'Ali Dia? Originaire du Sénégal et peu à l'aise balle au pied, ce jeune homme a réalisé son rêve en foulant les pelouses de Premier League pendant 53 petites minutes. Le tout grâce à un subterfuge audacieux puisque le natif de Dakar a rejoint en 1996 Southampton en prétendant être le cousin du mythique George Weah. Des cas multiples et connus de tous mais qui ne diminuent pas pour autant et qui posent donc une question essentielle. Que faire pour mettre fin à ces tricheries qui ruinent à l'équité et la crédibilité du sport en Afrique ? Bon, il y a quand même des choses assez surprenantes, on va revenir dessus. Là, juste en regardant le sujet, il y a quelque chose qui me... Enfin, pas qui me dérange, mais on regarde ça et on en sourit. Pas presque, on en sourit, on en rit, on fait des remarques en disant ouais, quand même c'est gros et ça passe. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas... Le problème, c'est qu'on prend pas suffisamment ça au sérieux, Christophe? Si, je suis bien d'accord avec ça. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Barthélémy dans notre livre, c'est vraiment de montrer qu'on était face à un phénomène tragicomique. En fait, c'est parce que, mis bout à bout, si on prend les petits cas particuliers, voilà, on peut sourire. Voilà, d'une fraude comme Alidia, par exemple, c'est quand même une histoire fantastique. C'est caricatural et c'est drôle, si vous voulez, mais voilà, la récurrence et le fait que tout le monde le fait, en fait, conduit à des grands malheurs. Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on n'assiste pas à des tricheries isolées. C'est-à-dire que c'est toute l'Afrique et le monde du sport africain qui est embourbé dans une politique de dissimulation systématique. Mais c'est ça, vous employez des mots forts, vous dites l'esclavage moderne des footballeurs africains. L'esclavage, c'est quand même... c'est un mot fort, oui. Oui, effectivement, il faut faire un peu... il faut que le titre soit puissant pour attirer le maximum de personnes pour le lire, mais... Esclavage, c'est des mots avec lesquels on ne plaisante pas trop quand même. Non, mais en fait, on ne parle pas non plus de l'esclavage du Moyen-Âge avec des boulets et des chaînes. Puis là, ce n'est pas des gens qui sont contraints, ils le font de leur plein gré aussi. Voilà, ce sont des victimes consentantes, mais si vous voulez, c'est quand même, pour moi, ils sont plus esclaves de leurs rêves en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une telle volonté d'émigrer, un tel rêve d'Europe et une telle volonté un rêve ou un espoir? À ce niveau-là, c'est le rêve. Et moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en fait dans ce reportage, que je soupçonnais pas en fait, c'est la force de ce rêve. Vraiment, de voir à quel point ils sont prêts à tout, voilà, même à tricher, mais même à endurer tellement de difficultés, voilà. Quand on voit des jeunes qui galèrent pendant 2 ans en Égypte, qui se font arnaquer à tout bout de champ par des marchands de rêves justement, on va en parler. Et qui continuent malgré tout à y croire, à vouloir partir, à espérer une vie meilleure sans jamais envisager la possibilité d'un retour. Pour moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et donc, ils sont esclaves, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas... ils sont complètement, dans une... Tous ceux qui profitent d'eux, en fait, dans un abus de position dominante. Ils sont toujours, en fait, ils n'ont aucun recours, les joueurs africains. S'ils veulent, en fait, réussir dans le monde du foot, ils sont obligés d'accepter un nombre de pratiques qui sont dégueulasses et qu'on ne se permet vraiment pas avec tout le monde, notamment avec les jeunes Européens, par exemple. Lassana, vous pensez que, alors, quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut imaginer que ce n'est que des initiatives personnelles, ou on peut imaginer qu'il y a la pression familiale, l'entourage, on sait, on a déjà fait plein d'émissions ensemble, et souvent on revient un petit peu sur cette pression familiale qui
qui est presque plus cruel que tout le reste. Est-ce que vous pensez que la pression familiale y est pour quelque chose? La pression familiale est pour quelque chose parce que le joueur s'est dit que s'il réussit dans sa carrière professionnelle, il va faire survivre toute la famille. Il va subvenir aux besoins de toute la famille. Donc toute la famille croit en cette personne-là. La personne, pour subvenir à ce besoin-là, pour franchir un palier, est obligée de diminuer 2 ou 3 ans de son âge, etc. Parce qu'on est victime aussi, les Africains aussi sont victimes d'une hypocrisie européenne. Une hypocrisie occidentale, parce que ce sont les clubs européens ici qui viennent, qui envoient leurs agents en Afrique, qui envoient leurs... Alors, c'est les clubs européens qui envoient les agents en Afrique, ou ce sont des agents locaux? Non, les agents locaux ont compris ce système-là parce qu'il y a des clubs européens qui envoient leurs agents en Afrique, l'Atlético de Madrid, Manchester United, Ajax d'Amsterdam, beaucoup de clubs, Rennes, Brest et tout ça, qui envoient leurs agents en Afrique, dans les pays africains. Ils organisent un tournoi de moins de 17 ans, moins de 15 ans. Ils voient que les jeunes sont très bons. Ils prennent les 2 ou 5 meilleurs, me dit, mais par contre, votre âge nous pose un problème. Est-ce qu'il y a moyen que vous... Ah, ils le demandent carrément. Ils le demandent, ils l'exigent. Quand c'est pas déjà fait quand même. Oui, non, mais c'est ça. Quand c'est pas déjà fait. Donc c'est une hypocrisie. Non, mais peut-être que c'est déjà fait, ils le savent, ils font comme si aussi. Oui. Parce que là, c'est de la fraude, carrément. C'est illégal de faire ça. C'est condamnable en justice française, c'est condamnable. C'est condamnable en justice française. Moi, parce que les jeunes, ils le font. C'est faux, mais d'habitude, ce sont le club, les agents qui le demandent. Oui. En fait, pour ça, il y a quand même énormément de cas particuliers, de différences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a vraiment qu'une seule méthode pour tricher sur son âge. Le fait est que c'est extrêmement facile. Voilà, au Sénégal, j'étais choqué, on appelle ça faire un jugement. Il suffit de 10 minutes à la mairie et c'est bon, on change, on déclare juste avoir perdu ses papiers et hop, on se retrouve avec une nouvelle identité. Donc après, soit le joueur, ça peut venir de lui-même, mais soit ça peut venir effectivement, comme disait Lassana, de son agent, soit des clubs aussi qui sont, en tout cas, les clubs ferment les yeux. Si vous voulez. Par contre, on parlait des clubs européens et c'est vrai que les clubs européens ont une responsabilité énorme dans ce trafic, mais il n'y a pas que des clubs européens, c'est-à-dire que maintenant il y a des clubs en Asie, aux Alors Émirats, c'est ça que j'allais vous demander, parce que Égypte. Lassana dit que la première passerelle, et on peut le croire, que la première passerelle se fait entre l'Afrique et les championnats européens, qui font le plus briller. Déjà entre l'Afrique et le Maghreb. D'Afrique et le Maghreb, d'accord. Et après les championnats européens. Donc il y a une chaîne en fait. Le premier coupable, c'est qui? C'est l'agent. Après c'est le club et le dindon de la farce, c'est le club exotique, à qui on revend le joueur, non? Les responsabilités sont partagées. En fait, c'est un système. C'est-à-dire que le joueur va accepter de tricher, parce que c'est de la triche, même s'il est forcé de le faire, parce que s'il ne triche pas, en fait, il ne peut pas espérer faire carrière. Donc, mais en tout cas, ça vient quand même aussi du joueur. Ça vient de l'agent qui, quand le joueur va baisser son âge, en gros, le joueur se rend plus attractif sur le marché, donc l'agent peut espérer gagner beaucoup plus d'argent. Et pour le club acheteur, qui va marcher lui aussi dans la combine et fermer les yeux, comme par exemple la Lazio pour Minala, c'est intéressant dans ils ont réussi à le revendre, Minala. C'est intéressant dans une optique de revente rapide. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas l'acheter le joueur quand il a 30 ans d'âge réel. Vous voyez, il faut l'acheter quand il a 27 ans, qui dit qu'il en a 22 et on le revend dans 3 ans à un club russe ou à un club chinois qui n'a rien compris à la vie. D'accord. Mais Lassana, là on parle de la fraude, de l'âge. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite au rajeunissement? Il n'y a pas de limite, non. Il y en a qui vont à plus de 10 ans. Surtout les Nigérians sont des grands spécialistes. Et en parlant de ça, en lisant son livre, en expliquant comment il parle, le livre et tout ça, je me suis reconnu dans le livre parce qu'il y a certains personnages qu'il parle que je connais. Et j'ai assisté à un moment, je ne dirai pas le nom à l'antenne, ça peut nuire au joueur. Le joueur en question vient de jouer la Ligue des champions européenne. C'est-à-dire que le joueur est devenu professionnel. J'étais en Espagne en 2003. Parce qu'il y avait un tournoi de jeunes et tout ça, je suis parti voir ce tournoi de jeunes, etc. Le meilleur joueur du tournoi, c'était un Ghanéen. Ils lui ont dit, tu es très bon, mais ton âge va nous poser problème. Le joueur il était obligé de quitter. Et il y a un agent qui est parti avec lui au Ghana pour changer son âge, 1 année ou 2 ans, etc., pour qu'il revienne. Et le joueur, maintenant, il est professionnel. D'accord, mais il y a un truc qui m'interpelle. C'est que là, on distingue 2 choses. On distingue l'âge et la triche sur l'âge avec le côté mercantile, donc plus jeune, plus cher. Exactement. Mais après, il y a la performance. Les clubs, ils recherchent quoi principalement? Ils recherchent d'avoir des bons joueurs.
Ah oui. Que le joueur il est 55 ans et que ce soit le meilleur joueur de l'équipe qui plante 25 buts par saison, il est où le problème? Bah, en fait, déjà, bon... 55 ans, c'est un peu exagéré. C'est rare À part Samuel Eto'o... Mais non, ce qu'on voit en fait, c'est que les clubs européens, pour eux, en tout cas je vais parler d'eux, ils sont très souvent maintenant, quand ils recherchent en Afrique, déjà quand ils recrutent en Afrique, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de budget. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, c'est le marché du pauvre, quoi. Voilà, exactement, oui, c'est un marché et on peut tomber sur une pépite et... Voilà, personne ne conteste le nombre de talents incroyables qui sort du continent africain, mais pour recruter vraiment un joueur en Afrique, les clubs européens font très attention parce qu'ils estiment qu'il faut post-former le joueur en France, lui apprendre les subtilités du foot européen, parce qu'en gros, ils ont été mal formés par des arnaqueurs, des voyous, des gars qui ont des académies qui n'ont d'académie que le nom. Ouais. Voilà. Donc ça, bon, c'est un peu vrai, c'est ce qu'explique un peu maladroitement Willy Sagnol quand il dit voilà, il est puissant, pas cher. C'est ça qu'il voulait dire, c'est ce qu'il voulait dénoncer en fait. C'est ce qu'il voulait dénoncer, il l'a fait un peu maladroitement quand même. Et en gros, donc on va chercher en Afrique des gars pas chers qu'on va pouvoir revendre, sur lesquels on va faire des plus-values assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on cherche jeunes. Christophe, c'est le principe même du commerce, c'est pas condamnable. Bah oui, non, mais c'est pour répondre à votre question le Laurent. niveau n'est pas que la seule variable en fait. C'est aussi il y a donc l'âge, le sportif n'est pas le plus important. Dans le foot, des fois j'en viens à douter. En même temps que je vous posais la question, je me suis rendu compte de la question. Laurent, Christophe vient de détailler l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Que l'Africain est moins cher. C'est là où on va faire des affaires. On va amener des footballeurs africains, on va les vendre 10 000 euros, 6 000 euros. Quitte à parfois, si le joueur est très bien, il éclate, il passe par des succursales, l'Espérance de Tunis, Raja de Casablanca, beaucoup de clubs du Maghreb, il passe le jour là-bas, il fait 2 ans là-bas, après il l'amène ici. Donc quand il l'amène ici, c'est une façon aussi c'est là-bas où ils ont le marché. Le joueur brésilien ou etc. est cher, le joueur africain, il est moins cher, mais quand on le revend à la revente, il va lui donner beaucoup d'argent au club. Donc c'est une hypocrisie totale qui est sur le dos de l'Afrique, parce que les poussières pour l'Afrique, c'est très, très important. Là, vous parlez de l'Amérique du Sud, juste une petite parenthèse, parce qu'on peut imaginer que l'Amérique du Sud, qui n'est pas c'est pas les États-Unis au niveau économique, et on peut comprendre qu'il y a certaines régions pour qui un joueur peut aider sa famille de la même manière. Pourquoi on le vit moins ? C'est pas la même chose qu'on a. Alors, c'est pas la même chose tout simplement parce que le championnat sud-américain est mieux structuré que les championnats africains. Et c'est-à-dire que vous prenez un exemple, le cas de Neymar par exemple. Ouais. Neymar, avant de venir en Europe, il va passer 2 ou 3 ans à Santos, le club qu'il a formé, et il va leur ramener un transfert. Le Barcelone l'a recruté, a payé beaucoup d'argent. C'est comme tous les Brésiliens, en fait, si vous voulez, le championnat sud-américain, il est inclus dans le commerce des footballeurs, même s'ils sont à la traîne de l'Europe, qui est l'hypercentre, là où vraiment se font toutes les plus-values. Ils ont quand même quelque chose. Ils ne sont pas les derniers. Alors que pour qu'un club africain reçoive l'indemnité de transfert pour un jeune joueur, je peux vous dire, il doit se lever tôt parce que justement il y a le trafic d'âge qui donc sert déjà à changer l'identité du joueur. Et il y a aussi très souvent ce trafic d'âge s'accompagne d'un changement de nom et d'identité qui sert à faire disparaître le joueur des fichiers des fédérations locales afin de ne jamais payer les indemnités de formation. Ou alors payer à 1 ou 2 personnes et ça rend en direct. On paye l'agent. Mais en fait, donc le footballeur africain perd toute crédibilité et perd toute valeur, quoi. À part celle qu'on lui donne à un moment. Il perd toute crédibilité, la fédération perd de l'argent, le club formateur perd de l'argent. Messieurs, on va arriver malheureusement à la fin de la première partie. J'ai juste une question avant de terminer. Christophe, vous dites dans le livre que 90% des footballeurs africains ont menti sur leur âge. Qui sont les 10% qui restent ? Alors, très souvent, c'est difficile à dire. Je pense, en fait, c'est juste pour pas dire que tous trichent sur leur âge, parce que bien sûr, il y a quand même des cas particuliers. Je pense notamment aux pépites.
C'est ce que naïvement, je vais me dire, les 10%, c'est ceux où on peut pas, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, je pense, bon, alors franchement, je parle sans savoir, mais je pense qu'un jeune joueur comme Bertrand Traoré, par exemple, qui a très vite été repéré, qui est très fort dès son plus jeune âge, il n'a pas besoin de baisser son âge, vu qu'il est recruté tout de suite. Et là, il a ça vient, mais en fait, si vous voulez, dès qu'on est un joueur moyen, et qui est quand même la grande majorité du cas, on est obligé de tricher sur son âge. Après, je tiens à dire que ce sont des estimations, c'est-à-dire c'est pas des chiffres officiels. Je veux pas non plus donner à ce nombre la qualité de loi, mais en tout cas, c'est vrai que on s'en rapproche. Oui, au moins les 3/4 en fait trichent parce que même quand on veut pas, on est obligé de le faire. C'est terrible parce que c'est vraiment comme ça que ça marche pour s'inclure en fait dans le système du foot, pour trouver un agent qui va vous faire aller voyager en Russie par exemple, et il faut tricher sur son âge. Bon, nous aussi on a triché un petit peu parce qu'on a dépassé, on se retrouve tout de suite en deuxième partie. Sport Palabre, deuxième partie, toujours les mensonges du sport africain, le mensonge sur l'âge notamment, toujours accompagné de Lassana Camara, toujours accompagné de Christophe Glaise. Je rappelle votre livre, Christophe, Magic System. L'esclavage moderne des footballeurs américains, pas encore, africains, coécrit avec Barthélémy Gaillard. Lassana, on a bien vu un petit peu, on peut parler d'un trafic, je crois, clairement. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus fort que d'autres dans ce trafic-là, ou alors c'est tellement installé que tout le monde fait la même chose? Le pays champion, c'est le Nigeria. Ah ouais? Plus le Ghana. Le Nigeria, quand vous voyez les compétitions jeunes, que ce soit dans la Coupe du Monde, que ce soit en Afrique, ils remportent presque tout. Ils sont en finale partout, aux Jeux Olympiques, etc. On voit c'est pourquoi, quand on voit l'équipe nationale du Nigeria, ils n'arrivent pas à franchir le palier. Parce que les jeunes qui avaient normalement 17 ans, normalement, quand il a 20 ans, 21 ans, il progresse. Mais quelqu'un qui a 27 ans, vous lui donnez 17 ans, il ne peut plus progresser. Et c'est pour cela que l'équipe nationale du Nigeria est victime de ça. Est-ce que, justement, ça c'est une question que je voulais vous poser, Christophe, est-ce que vous pensez clairement que ça a une incidence sur les résultats des équipes africaines? Est-ce que le fait que 2018, pas une équipe africaine sorte des poules, c'est une conséquence directe? Oui, je pense, parce qu'en fait, il faut bien voir qu'investir du temps, de l'argent, de la formation et du savoir-faire en fait sur un joueur qui a un âge tronqué, c'est une perte de temps énorme pour tout le monde en fait. Parce que voilà, il y a des moments d'apprentissage des techniques. L'âge d'or des acquisitions dans le football, par exemple, comme pour apprendre à lire ou à écrire, c'est de 11 à 15 ans. Ça s'appelle la préformation. On apprend à bien frapper un ballon, à faire un truc. Voilà, son métier, quoi. Si le joueur n'a pas entre 11 et 15 ans, mais à 17 ans, ça pose un problème, oui. Et en fait, après, on part en fait dès la base. On part sur de mauvaises bases, justement, et ensuite, une fois que le joueur est en fait censé donner sa pleine mesure, il est déjà fini. Il est déjà cramé, c'est-à-dire qu'on en voit plein des joueurs africains qui ont supposément 27 ans et qui ne mettent plus un pied devant l'autre, qui perdent leurs cheveux, etc. Et c'est en fait un grand problème dès la base. Et Lassana a bien raison de dire que le Nigeria est spécialiste, oui, parce que on l'a bien vu à la dernière Coupe du Monde 2018, c'était eux qui supposément avaient l'équipe la plus jeune de la compétition. Ah oui. Donc c'est quoi? Le Nigeria a ce problème-là, le Ghana a ce problème-là, ils remportent toutes les compétitions des jeunes, ils sont en finale partout. Et le problème, pour franchir un palier, pour le haut niveau, ça pose beaucoup de problèmes. Donc comme il l'a dit, maintenant je pense que les pouvoirs politiques ont compris la solution. Alors, la Confédération africaine de football commence à mettre des tests au niveau de compétition. L'IRM du poignet, ce genre de choses. Justement, Lassana, vous me lancez sur la question suivante. Vous dites que on a les institutions, mais alors d'abord, on parle de quelle institution? Est-ce qu'il n'y a que la CAF qui peut faire quelque chose? Ou est-ce que d'abord ça commence par les fédérations de chaque pays? On commence par qui? Il faut que la CAF donne le tempo.
il faut que la CAF donne le tempo, qu'il y ait une surveillance accrue. Après, on oblige aux fédérations d'être plus exigeants avec les formations de jeunes, qu'on donne les moyens aux clubs. Et voilà, vous avez tout dit, qu'on donne les moyens. On le sait, à la Sana, on a fait plein d'émissions. On sait que le manque de moyens est le talon d'Achille de toutes les volontés concernant le sport Non, africain. les moyens sont là. Les moyens sont là. Les moyens sont détournés. La FIFA, par exemple, donne à chaque fédération, chaque année, plus de 2 millions d'euros. Ouais, ils ne sont jamais utilisés Ils sont directement jamais dans le foot africain. bon C'est endroit. terrible. C'est de la corruption systématique à tous les étages. Christophe, l'expulsion du Bénin là, dans la CAN des U17, Oui. où on s'est rendu compte que sur 38 joueurs, je crois qu'il y en avait 16 qui étaient aptes ou Ça quelque va, chose. c'est un score honorable. Il y en a qui ont réussi à passer à travers, vous croyez? Non, mais vous voyez, c'est ça qui est terrible. Je culpabilise pas parce qu'on en rit et on le disait en début Mais d'émission, on en on rit ne parce devrait que pas c'est en rire. absurde. Alors que c'est triste, en fait, si vous voulez, vraiment, les raisons et tout ce qui entoure ce trafic sont Parce qu'on tristes. parle quand même de gens, mais c'est les on joueurs, le les prend. jeunes joueurs qui sont victimes. Les Bien premières sûr. victimes. Bien sûr, c'est eux les premières victimes de ce trafic honteux, oui. Mais cette expulsion, mais en disant que rien ne change, parce que voilà, le Gabon, ça fait suite à la CAN U17 il y a 2 ans avant. C'était 26 joueurs nigérians sur les 60 présélectionnés, dont tous les titulaires qui ont dégagé, et 14 joueurs camerounais, pareil, qui n'avaient pas leur âge. Donc voilà, disons qu'en tout cas, on voit vraiment le trafic d'âge dans sa forme la plus pure lors des compétitions de jeunes, mais il existe partout, à tous les niveaux et à toutes les échelles. Alors, donc, la question que je vous posais, les expulsions, ça sert à rien. Bah, À part bon, le juste- d'ici, disons que bon, ça On en décourage, parle, quoi, voilà. ça décourage la triche, mais disons que voilà, tous ces jeunes joueurs là, on les a juste en fait concrètement empêchés de faire une compétition de jeunes. Mais après, ils Mais vont on retrouver, a ils vont sabré- trouver on a- un débouché ailleurs. Ah voilà. oui, leur carrière s'arrête Enfin, pas là. La carrière s'arrête pas là, j'espère pour eux, voilà, mais bon. C'est ça qui est malheureux. C'est pour cela que je demande à la CAF de prendre ces dispositions. La CAF, ils ont commencé à travailler là-dessus. Le président Ahmad, dans sa politique, il veut rajeunir sa politique au niveau de la formation des jeunes. Il veut donner plus de moyens aux fédérations pour qu'ils puissent donner la formation. Nous, en Mauritanie, ils ont compris ça. Parce que Mauritanie, il n'y a pas beaucoup de talent. On a pris Oumar Ndiaye qui était à Caen ici, qui forme des jeunes du centre de formation. Nos moins de 17 ans sont formés du centre de formation. Donc c'est des jeunes qu'on prend à l'école, etc. Ils sont formés localement par l'académie. Donc ils sont référencés, ils jouent. Après on leur donne un club gratuitement, ils se forment. Donc il y a beaucoup de pays qui ont commencé à faire ça. Le Togo, ils ont commencé à faire ça. Le salut ne viendra que de là. Christophe, dans vos enquêtes, est-ce que vous avez rencontré des jeunes joueurs qui ont refusé, qui ont voulu aller contre les institutions, contre les agents, la famille, qui ont refusé de changer leur nom parce qu'ils avaient conscience que ça allait être un handicap pour leur carrière? Non, mais d'ailleurs, c'est pas un handicap pour leur carrière, justement. C'est-à-dire que on n'en est pas à cette réflexion-là, quoi. Non, déjà, en fait, pourquoi ce trafic perdure? C'est bien simple, c'est que c'est une nébuleuse d'intérêt individuel, en fait. Chacun voit son intérêt direct. Donc voilà, l'agent voit son intérêt direct, le club voit son intérêt direct et le joueur pris tout seul voit son intérêt direct. C'est-à-dire que voilà, avec 2 ans de moins sur son passeport, il augmente de 50% ses chances d'aller en Europe. Bon, voilà. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que pour aller en Europe, il suffit d'être jeune. Le niveau que l'on a en tant que joueur, ça ne sert à rien. Le niveau compte, mais encore une fois, c'est juste une variable. C'est-à-dire qu'il y a l'âge, il y a le niveau footballistique, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. C'est ce que Christophe est en train de dire. Pour tricher sur l'âge, le joueur, pour lui, il est gagnant sur tous les tableaux. Soit c'est un bon joueur, il va réussir en Europe, soit c'est un mauvais joueur, au moins il est en Europe. Voilà. C'est vrai. Au moins, il est en Europe, il va travailler, il va finir maçon, il va finir menuisier, mais au moins il est en Europe, donc sa vie est assurée. Il y a un processus. C'est clair que en fait, le football est devenu... C'est vous qui parlez de migrants du foot. Voilà, exactement. Le football est devenu le moyen numéro 1 pour les jeunes d'immigrés. Mais comment se fait-il, alors ça aussi, en lisant le livre, je me suis dit, mais comment se fait-il que cette jeunesse n'ait que comme seul espoir être footballeur? Pourquoi pourquoi pas alors vous allez me dire c'est plus difficile de faire des études de longues études que de taper dans un ballon peut-être, mais pourquoi culturellement on leur propose pas autre chose? Mais c'est parce que en fait vous avez d'un côté le football et ses millions et la belle histoire qu'on leur raconte chaque week-end de Sadio Mané et qui ou peuvent de voir Yaya Touré, effectivement tous les et week-ends. qui voient, voilà, tous les week-ends. Et quand on parle de celui qui réussit, on parle pas des 99 autres qui se font broyer par la machine. Mais et en plus, très honnêtement, ils ont quand même très peu
d'opportunités sur place. Ça dépend de quel pays on parle, voilà. Mais bon, quand vous êtes dans un village au Togo, ma foi, c'est difficile d'ambitionner de devenir avocat ou médecin. Même si je trouve que effectivement, ça serait la solution idéale et que ça devrait encourager. Mais ça, on parle d'une question de développement. Quand on est dans des puits de pauvreté, le football fait rêver. Lassana, est-ce qu'une solution ne serait pas aussi que les championnats locaux, nationaux, se structurent, se perfectionnent de manière à ce que le premier recrutement se fasse localement avec des agents ou des scouts qui trouvent tel joueur de tel village et qu'on les forme et qu'on ne donne pas envie tout de suite aux joueurs de participer déjà localement. Oui, c'est ça que les Maghrébins ont compris. Les Tunisiens, par exemple, les Marocains. Alors, juste, il n'y a pas ce problème d'âge au Maghreb, moins ou pas du tout? Beaucoup moins. C'est ça que les Maghrébins ont compris. Championnat tunisien, quand tu joues à l'Espérance de Tunis, tu n'as pas besoin de venir jouer à Guingamp ou Rennes, etc. Parce que les clubs sont structurés, les salaires sont bons, les conditions de travail sont bonnes, et tout ça, etc. Et c'est un vrai tremplin. C'est un vrai tremplin. Non, ils n'ont même pas besoin de... S'ils voyagent, c'est partir dans un grand club, pas un club intermédiaire. Donc, si on arrive à avoir ça en Mauritanie, au Sénégal, dans d'autres pays, des clubs tremplins qui sont là, on n'aura pas besoin de... Mais ça passe par la base. Il faut que la formation soit bonne à la base, que les jeunes soient bien formés, qui ont le vrai âge. Tu as 17 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 18 ans. En plus, il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie aussi, parce qu'il y a des joueurs qu'on sélectionne, parce que c'est le cousin du sélectionneur, c'est le fils à la belle-mère du ministre. Donc il y a tous ces paramètres aussi en Afrique qui font que ce n'est pas toujours la bonne personne qui est à la bonne place. Mais c'est vrai que pour moi, sur le long terme, la solution ne peut venir que du développement des championnats locaux. C'est-à-dire que on peut effectivement être de plus en plus strict sur les punitions envers les fraudeurs, etc. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les clubs... C'est pas un travail de fond, quoi. C'est le côté punitif. Oui. Ouais, c'est comme pour la prison en France, mais il faut aussi faire de l'éducation, du préventif. Et le préventif, pour ça, c'est vraiment que les clubs africains puissent payer ne serait-ce que 1 000, 2 000, 3 000 euros de salaire aux joueurs qui jouent dans le championnat local pour que ces derniers ne pensent pas juste qu'à partir par tous les moyens directs parce que leur famille n'aurait pas faim. Pour les pays, il faut qu'il y ait une économie du club. Vous savez que l'économie des clubs souvent passe par des droits de télé. Exactement, et il passe essentiellement par les les indemnités de formation. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose sur lequel il faut vraiment appuyer pour trouver une solution au problème, c'est forcer les clubs européens à payer les indemnités de formation. Parce que là, aujourd'hui, il y a 1 joueur sur 5 en première division en Asie qui est africain, 1 joueur sur 5 en Europe et 1 joueur sur 4 en Asie qui est africain en première division. Et ces gens-là, ils viennent d'où? Ils viennent tous de pays africains et ils ont été formés dans des clubs, des académies locales qui ont reçu 0. Mais vraiment 0. Et pourquoi? Parce qu'ils ont changé l'âge et changé leur identité. Alors parlons-en justement de l'identité, parce que c'est effectivement aussi un des gros problèmes. On change d'identité comme du chemise, j'ai l'impression. Alors on en parlait tout à l'heure, on a vu quelques... Alidia, lui, c'est pas un changement d'identité, c'est carrément, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est quoi? C'est crescendo, c'est graduel, c'est-à-dire d'abord on commence par l'âge et puis après l'identité. Ça veut dire que si on change et l'âge et l'identité, on va encore plus loin et on a encore plus de chances. Disons que l'âge, c'est le prérequis pratiquement pour tous les footballeurs africains. C'est la base. Et après, l'identité, c'est encore le niveau au-dessus. C'est-à-dire, si vous changez l'identité, ça veut dire que vous valez vraiment quelque chose et qu'on veut faire une économie. C'est vraiment dans une logique. Criminel est un peu forte, mais en tout cas une logique. Christophe, je vais vous poser la question. C'est condamnable quand même. Ah oui, c'est condamnable. Oui. Bon, donc après, c'est criminel. C'est peut-être pas criminel, mais il tue personne. Mais disons que. Oui, non, mais par rapport à la loi, c'est. Voilà, exactement. Et en fait, ils changer le nom, c'est vraiment pour faire disparaître des fichiers des fédérations et ne pas payer les indemnités de formation au club. Parce que comment vous voulez retrouver un joueur qui a signé au Kazakhstan et qui n'a plus le même âge et qui n'a plus la même identité quand vous avez à peine accès à Internet, vous êtes à Kinshasa, vous êtes un petit président de club de quartier. Comment vous voulez faire? Et même si vous voulez porter plainte à la FIFA ou au tribunal, vous avez pour 5 ans, 7 ans de procédure, ça coûte cher, il faut un avocat.
En fait, les clubs européens, ils le savent très bien, donc ils en jouent à fond. Et c'est pour ça qu'ils ont des émissaires dans chaque pays et eux-mêmes qui ont énormément de rabatteurs différents et qui, en fait, voilà, juste volent les footballeurs. C'est comme en fait, c'est du trafic de matières premières, si vous voulez. Mais c'est pas le rôle de la CAF, Lassana, d'être là et d'aider justement ces petits présidents de clubs dont vous parlez? Le titre du livre de Christophe trouve ce apesanteur là. Quand il parle de l'esclavage, le mot n'est pas fort, c'est l'esclavage moderne, c'est de l'hypocrisie avec I majuscule. Pourquoi? Ce sont les clubs européens qui organisent ce trafic-là, ce trafic humain. Je ne pèse pas mes mots, Laurent. Parce que c'est pour ne pas payer. Parce que quand un joueur fait 2 ans de formation dans un club, l'indemnité est de 180 000 euros. C'est 90 000 euros par année. Pour ne pas payer 180 000 euros à un club africain, il dit au joueur, on te laisse que tu sois en fin de contrat, tu refuses de signer. Quand tu ne signes pas, soit tu refuses de signer pour un joueur qui ne peut pas changer d'âge, etc. S'ils peuvent changer d'âge, l'identité, ils changeront l'identité. Parce que ces 180 000 euros-là, ils préfèrent prendre 2 000 euros de ces 180 000 euros, donner à un agent, donner à des rabatteurs pour passer par là. Ce sont les clubs européens qui sont fautifs de tout ça. C'est vrai. Les clubs européens, ils sont d'ailleurs derrière la multiplication des académies sur le continent. Ce qu'on voit, c'est que dans une ville comme Abidjan, où il y a énormément de talents, il y a pas moins de 400 écoles de foot qui ont vu le jour. Ça veut dire qu'on industrialise le trafic. Ah ben oui, voilà, c'est que des petites PME de l'esbrouf et de l'immigration, en fait. Et qui vont organiser les transferts d'un tel pour 15 000 euros dans un club du Golfe, un autre en Égypte, un autre en Angola, un autre en France. Et en fait, ils savent que sans amener voilà, le joueur qui a un peu de talent à la SEC, où il va être bien formé, ou chez Jean-Marc Guillou, peu importe, il va organiser lui-même le transfert avec des bouts de ficelle. Et en fait, on assiste à la naissance de plein de petits réseaux d'immigration avec chacun leur spécificité. Et il y a là, à l'heure actuelle, dans le début 2019, il n'y a aucun pays, aucune fédération qui a pris ça de front et qui est en train de faire bouger les choses. Comme le disait Lassana, vous regardez les syndicats de joueurs, par exemple en Afrique, mais c'est des syndicats qui sont subventionnés des millions par la FIFA, bon, déjà qui est loin d'être incroyable dans sa lutte, la FIFA, mais disons au moins ils donnent de l'argent et il n'y a rien qui est réinvesti pour lutter contre ça. Je veux dire, où est la protection des jeunes joueurs en Afrique? Rien. Il n'y a rien. Qui peut faire et doit faire quelque chose? La FIFA, mais dans le livre, je parle... La FIFA ou la CAF? La CAF, de toute façon, la CAF fait partie de la FIFA. Donc la FIFA doit dire à la CAF de faire quelque chose. Oui, je pense qu'ils le disent, voilà, ils le font déjà, ils essaient. Après, on peut leur accorder qu'on est face à un phénomène complexe et protéiforme, mais disons qu'il faut vraiment, je pense... se concentrer sur la montée en puissance des championnats locaux et la lutte contre la corruption. Lassana, une dernière question, parce que malheureusement, on va arriver, ça passe toujours vite quand c'est intéressant. Là, on parle des hommes, des jeunes joueurs. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes? Parce qu'on voit une émergence du foot féminin. Est-ce qu'on a le même problème Peut-être qu'on aura moins de problèmes chez les femmes, parce que premièrement, c'est pas très développé. Deuxièmement, les femmes ne sont pas tellement nombreuses à s'y intéresser au football quand on parle de football. Et troisièmement, il n'y a pas encore une symbole, une fille qui est venue du Nigeria ou du Cameroun, etc., qui joue au Real Madrid, qui est millionnaire. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemples. On commence à avoir 2 ou 3 filles camerounaises qui jouent à Barcelone maintenant. Donc peut-être on va suivre le mouvement, dans quelques années, on aura le même fléau, c'est les femmes. Moi, juste sur le foot féminin, il y a vraiment une histoire qui m'a touché, c'est celle de Fatim Jawara, qui était la gardienne de l'équipe de junior de Gambie. Et elle a été contactée par un petit club italien donc en Europe, et elle a décidé de partir sans rien dire à sa famille. Donc elle a fait le trajet classique des migrants via le désert et la Libye, et elle s'est noyée en Méditerranée. Et ça prouve bien en fait la force de ce rêve et ce que sont prêts à faire tous les jeunes amateurs de football du continent. Et le football féminin, bien qu'il soit moins touché que les garçons, à mon avis, ça va monter. Oui, parce qu'elle a rêvé d'une carrière. Et d'ailleurs, ils sont bien nombreux aussi à prendre le bateau comme elle pour espérer toquer à la porte d'un club européen.
Mais voilà, très souvent, ça se termine mal. Christophe, une dernière question. Vous avez subi des pressions en écrivant ce livre? On vous a dit, faut pas dire, vous a empêché un peu Bon, honnêtement, rien qui sorte du travail de journaliste. Voilà. Je ne peux pas dire que je me suis senti particulièrement menacé, mais j'ai eu des insultes, pas mal. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de portes fermées, plus que des pressions. Je rappelle votre livre, Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs américains. J'insiste, des footballeurs africains, aux éditions Marabout. Christophe, c'est un vrai plaisir de vous recevoir pour la première fois, je rappelle. Christophe, journaliste à SoFoot, Lassana, un des plus sélectionnés dans les invités de Stade Afrique. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez vu, on peut en rire, en sourire, mais c'est pas très très drôle et il faut vraiment s'occuper de ce problème parce qu'on parle de la jeunesse africaine et on parle du futur. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Les réseaux sociaux, on débat, on en reparle et puis bonne semaine à tous.